En fait, deux choses. D'abord, c'est un grand classique quand, et vous l'avez très bien décrit, Florence, vos ennemis sont sous les feux de la rampe. Vous faites tout ce que vous pouvez pour parasiter et polluer ce moment. Donc, vous affirmez, comme par hasard, aujourd'hui, avoir repris la totalité de l'oblast de Koursk en Russie, alors que les Ukrainiens disent non. Qui est la grande nouvelle aussi du jour, dont on n'a pas beaucoup parlé. Par les Ukrainiens. Pourquoi ? Parce que la Russie, dans ce qu'elle fait subir à l'Ukraine, est ignoble et indécente, mais bombardée comme ils l'ont fait il y a 48 heures en provoquant des morts civiles, etc. C'était peut-être un peu trop loin, même pour Vladimir Poutine, le jour des funérailles du pape. Donc vous cherchez, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc vous instrumentalisez l'oblast, la situation dans l'oblast de Koursk, qui est en territoire russe tel qu'il est internationalement reconnu, et ensuite vous utilisez, parce qu'il est au cœur des images que l'on voit, Keir Starmer qui voit Zelensky, Macron qui voit Zelensky, Trump qui voit Zelensky, et que vous dites « Ah mais nous, on est prêts à négocier sans condition ». Ce qui est un piège évident, parce que les Ukrainiens n'ont de cesse, et Zelensky, le président ukrainien, le premier de le dire, on ne va pas parler juste pour parler. On parlera quand vous montrez votre sérieux et votre détermination à vouloir parvenir à une paix juste et durable. C'est-à-dire que négocier sans condition, ça veut dire on continue de tuer et de bombarder, mais on accepte de discuter pendant qu'on le fait. Ça, c'est pas de la négociation, c'est du bavardage, c'est un écran de fumée qui permet de perpétuer l'action militaire et les massacres sur le terrain. Alors, on a une image qui vient de nous parvenir que vous voyez à l'ambassade du Royaume-Uni à Rome, donc Keir Starmer et Volodymyr Zelensky qui sont en train de s'entretenir. On a une première réaction de Volodymyr Zelensky aujourd'hui devant une caméra, on l'écoute. Monsieur le Président, comment s'est passée la rencontre avec le président Trump ? Ça s'est très bien passé. On a eu une rencontre très productive. Je ne veux pas donner trop de détails puisqu'il y a des questions très sensibles. Nous avons bien entendu discuté de comment ramener la paix avec des discussions significatives et positives avec Paris et Londres. Nous allons continuer ces rencontres pour ramener la paix en Ukraine. On n'en sait pas beaucoup plus, mais on voit, oui, c'est vrai, cet optimisme quand même de Volodymyr Zelensky. C'est ça qui est intéressant. Enfin, encore une fois, c'est une journée importante, mais on voit bien que le principal protagoniste de cette paix est absent malgré tout. Il s'est fait remarquer par l'information que vous nous avez annoncée, mais la sortie de crise, la sortie de cette guerre dépend de la Russie. Et en réalité, lorsque Vladimir Poutine annonce qu'il est prêt à négocier, d'une certaine manière, c'est une non-information parce qu'il sera toujours prêt à négocier tant que le rapport de force lui sera favorable sur le terrain. Aujourd'hui, si on devait conclure à une paix, elle est inconcevable du point de vue russe sans que, si elle devait remettre en question, finalement, les conquêtes territoriales à laquelle cette guerre a abouti. Est-ce que cette reconquête de Koursk, qui n'est peut-être pas totalement achevée, puisque selon les Ukrainiens, des combats sont toujours en cours, on sait néanmoins depuis des semaines que c'est très très mal engagé pour l'Ukraine sur place, que c'était pas tenable de toute façon sur le très long terme. Est-ce que c'est quand même un événement important pour Vladimir Poutine ? Est-ce que ça peut quand même permettre de passer une étape pour le président russe ? Parce qu'il l'avait dit, c'était vraiment... Alors la ligne rouge, c'est l'expression qui a été utilisée et réutilisée, mais pour lui, c'était vraiment la condition sine qua non avant tout. C'était de reconquérir son territoire. Je pense que c'est une réponse au narratif de Zelensky. Que fait Zelensky ? Il met en scène des avancées qui sont peut-être pas aussi conséquentes, et on le verra avec le tweet qu'attend impatiemment le général, mais qui sont peut-être pas aussi conséquentes qu'il a voulu le dire. Ce ne sera pas un tweet d'ailleurs, général. Je vous rappelle qu'il a son propre réseau. Mais c'est du wishful thinking, c'est-à-dire qu'il sort en disant on a fait des avancées pour les générer. Parce que s'il était sorti en disant non, on n'a pas avancé, c'était fini. Donc là, il dit, voilà, on a fait des avancées. Il le redit à demi-mot avec Keir Starmer, mais c'est pas très précis, mais pour dire, oui, on est vraiment en train d'avancer. Mais vous n'y croyez pas, Poutine ? Si, je pense qu'il y a... Non, parce que la question, c'est est-ce que quelque chose est vraiment concrètement en train de se jouer aujourd'hui ? C'est ça qu'on se demande tous. On l'espère tous, mais peu importe, puisque ce qui va stabiliser l'entretien, c'est le compte-rendu que Donald Trump en fera à un moment donné. Et c'est là que
il va vraiment cristalliser ce qui s'est dit ou ce qui ne s'est pas dit. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est donc là ce qu'a cherché à faire Poutine. Mais il a dit attention, Volodymyr Zelensky attire la lumière à lui. Il a eu son dialogue avec Donald Trump qui s'est mieux passé que leur rencontre précédente. Il a été acclamé. Je suis persuadée que ça n'a pas échappé à Vladimir Poutine. Donc moi aussi, je dois reprendre le narratif. Et pour le reprendre, il faut que je le reprenne parce qu'il ne connaît que le rapport de force par une victoire. Donc je vais annoncer une victoire sur Koursk qui est peut-être réelle ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que la Russie... Plus je suis prêt à négocier sans condition. Absolument. C'est les deux manières pour Poutine de reprendre le narratif à son compte. Ce qui est certain malgré tout, c'est que à partir du moment où la Russie a décidé d'envoyer toutes ses troupes à Koursk et vraiment de mettre le paquet avec l'appui des Nord-Coréens pour reprendre cette région, les avancées sur le front de l'Est ont été moins conséquentes. Donc la Russie aujourd'hui n'est pas en mesure d'avancer significativement sur l'ensemble du champ de bataille. Donc elle est en position de force, c'est vrai, mais elle n'est pas en position ultra dominante. Sur Koursk, attention, ce n'est pas qu'une question de narratif. Parce que si effectivement il y avait une reconquête russe à Koursk, c'est aussi le principal argument de négociation des Ukrainiens. Oui. Qui serait retiré. Oui, c'est un affaiblissement diplomatique. C'est une carte en moins pour Volodymyr Zelensky. Peut-être même la principale, en vue de telles négociations. Et c'est ce qui motiverait d'autant plus l'ouverture des Russes pour de telles négociations. Ça continue d'avancer très vite. Donald Trump, qui manifestement vient de s'exprimer. Peut-être que Poutine ne veut pas arrêter la guerre en Ukraine. Dit Donald Trump, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Manifestement, il a été sensible à cette rencontre avec Volodymyr Zelensky. Bon, avec Donald Trump, c'est toujours un peu le dernier qui a parlé, qui a raison, et ça peut vite changer, on le rappelle aussi. Je souligne la prescience du général Chovancy, qui, à juste titre, disait que c'était ça, qu'il fallait attendre qu'il s'exprime depuis son avion. Il est parti, me semble-t-il, heure de Rome, vers midi. Il y a 9 heures de vol entre Rome et Washington DC. Vous savez qu'il y a un pool qui accompagne le journaliste, qui accompagne le président. Il adore s'exprimer sur ses vols. C'est pas le seul d'ailleurs à adorer cela. Et donc même le défunt pape François. On a juste une bribe donc d'expression de la part du président américain. La première chose qui me frappe, c'est que c'est une affirmation, c'est un constat. C'est pas un regret, c'est pas une condamnation, c'est un constat. Et un constat qui va surprendre... Ou une interrogation, peut-être. Oui, alors ce serait d'une incroyable naïveté qui serait encore plus confondante et inquiétante que le simple constat. Mais voilà, écoutez, Donald Trump est en train d'acter le fait que ça ne marchera pas et qu'il va, me semble-t-il, passer à autre chose. Et autre chose, c'est quoi ? C'est la normalisation des relations avec Moscou et c'est le développement de relations diplomatiques, commerciales et peut-être autres avec la Russie. Et comme le disait le professeur Nabli tout à l'heure, qui s'inscrit dans le rationnel trumpien, qui est dans une logique de puissance. C'est-à-dire que dans son univers mental, c'est franchement pas très compliqué. Il y a les faibles et les puissants. Et le fait que l'Ukraine soit en partie avalée par la Russie, ça rentre dans l'ordre naturel des choses. Et donc lui estime, le président américain, avoir fait preuve d'une certaine mansuétude et avoir fait en partie don de sa personne, en disant, vous savez quoi ? Moi, j'ai essayé de vous faire discuter. Je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire. Il fallait, alors, de notre point de vue, c'est une forme de reddition de capitulation. Vous ne l'avez pas voulu, vous aurez à en subir les conséquences. Mais vous entendez là qu'il est en train d'acter une forme d'échec ? J'ai du mal à voir ça comme une forme de victoire de la part de Donald Trump. Alors, Général, vous qui attendiez tant cette réaction de Donald Trump, j'attendais avec patience. On attend la suite parce que pour l'instant, on n'en a donc qu'une phrase. Et je vous rappelle ce que c'est. Peut-être que Poutine ne veut pas arrêter la guerre en Ukraine. C'est ça que vient de dire Donald Trump depuis son avion, donc il ramène à Washington. Alors d'abord, je retiens le mot peut-être, qui me semble pas anodin. Peut-être. Trump n'en est pas sûr. Alors, soit c'est une déclaration sur les réseaux sociaux, soit il est en train de répondre à la presse. D'ailleurs, pour l'instant, on ne le sait pas. Nous l'avez pas dit, donc on ne peut pas savoir. En revanche, il faut quand même rien reconnaître que le bref entretien de quelques minutes qui s'était fait entre Zelensky et Trump ne pouvait pas aboutir à des grandes déclarations, parce que c'était tellement court
je ne vois pas en quoi la solution pacifique du conflit en Ukraine pouvait être actée d'une manière ou d'une autre. Certes pas, mais on pensait qu'il y avait peut-être des avancées, peut-être ces contre-propositions de Volodymyr Zelensky qui pouvaient permettre de trouver à un moment un terrain commun. Ce que Gallagher notamment entend sur ce plateau, c'est que là, Donald Trump nous dit peut-être que finalement ça va pas marcher, je vais pas y arriver, ce qu'il avait déjà dit. Ce que vient de dire Gallagher, je le partage depuis plusieurs jours, c'est je vous ai mis sur la table ce qui était possible de faire, vous prenez ou vous prenez pas. Si vous prenez, je donnerai un coup de main, mais j'aurais fait mon job. Vous ne prenez pas, j'ai autre chose à faire et je vais faire autre chose. Voilà. On rappelle que Steve Witkoff était hier encore à Moscou, on a ces images-là, où il est très content de voir Vladimir Poutine. C'est très sympa de vous voir, good to see you, lui dit-il. C'est pas une table. Sur cette rencontre qui... Un grand diplomate. Pardonnez-moi ? Un grand diplomate. Un grand diplomate, Steve Witkoff, l'agent immobilier. Il n'est pas là pour faire de la, mais de la diplomatie. Même si c'est un juriste là-bas, c'est pas, on dit souvent, c'est un promoteur immobilier, c'est un avocat en matière immobilière. Un vendeur. Donc, il est là pour faire des affaires. C'est un homme d'affaires, Steve Witkoff. C'est pour ça que j'insiste sur le projet trumpien par rapport à la Russie, qui est aux côtés de Vladimir Poutine. Kirill Dmitriev, donc le PDG du Fonds souverain de la Russie, et Yuri Ushakov, qui est certes responsable, c'est le principal conseiller de Vladimir Poutine en matière d'affaires étrangères. Et que dit Yuri Ushakov à TASS, l'agence de propagande russe, juste après la rencontre ? Il dit, en somme, je vous le résume, l'Ukraine, c'est un sujet parmi beaucoup de sujets, des conflits à l'échelle du monde, parce que la Russie est en face, estime-t-il, des États-Unis, et il se voit comme co-gendarme, mais aussi des affaires, des opportunités. Et ce qu'on entend aujourd'hui, c'est en fait, on a un deal où on n'en a pas, mais c'est une pression qui est mise aussi sur Vladimir Poutine avec cette déclaration pour vous ? Non, Ronald, pas du tout ? Je pense que la pression, elle est mise sur l'Ukraine et strictement sur l'Ukraine. Peut-être que finalement Poutine ne veut pas la paix. C'est ce que vient de dire Donald Trump. Vous comprenez quoi, vous ? Ces week-ends à Moscou, je veux dire, comme ça vient d'être dit, le but ultime, je pense, des Russes, c'est de la levée des sanctions. Sauf que les sanctions, ça peut concerner soit les Européens, soit les États-Unis, soit les deux. Donc il y a quand même un moyen de pression. Trump ne pourra pas lever toutes les sanctions. Non, les Européens ont leur mot à dire. Et là, il faut revenir peut-être dans le jeu européen, que peut-être le président Macron a essayé de mettre en avant, parce qu'il a été l'intermédiaire positif de cette rencontre. Et la rencontre après qu'on a entre Zelensky et finalement le Premier ministre britannique, c'est aussi ainsi. C'est-à-dire que les Européens sont en train d'essayer de reprendre la main d'une certaine manière. Et revenons à ce que nous avons dit précédemment, si effectivement il n'y a pas d'accord négociable sous l'égide des États-Unis. Les États-Unis disent c'est plus mon problème. Qui va traiter le problème ? On va retomber sur les Européens qui auront la charge finalement de trouver une solution et avec peut-être moins de capacité de pression qu'auraient pu avoir les États-Unis, bien qu'il faut reconnaître que les États-Unis n'ont pas beaucoup de moyens de pression sur la Russie, à part faire des affaires. Donc si c'est pour faire des affaires, c'est d'ailleurs un autre détriment, il faut le savoir. Il faut que Vladimir Poutine le veuille en fait. Est-ce qu'il le veut ? Donald Trump dit peut-être que non. Je ne vois pas ça comme un message à l'égard de la Russie, mais plus à l'égard de l'Ukraine. Finalement, Donald Trump serait en train de dire, il y a le peut-être que Poutine ne veut pas la paix, et dans ce cas-là, de toute façon, nous, Américains, Marco Rubio l'a déjà dit, on se retire. Et si les Américains se retirent, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Alors il y a visiblement un accord entre l'Ukraine, la Russie et le Royaume-Uni pour mieux partager les images satellites faites par la France et le Royaume-Uni. Il y aurait même une entreprise, un intégrateur qui a vu le jour à Kiev, qui est aidé par la France pour pouvoir mieux exploiter ces images, ce qui est une très bonne chose. Mais on est quand même à des années-lumière de ce que le renseignement américain a été capable de produire. Donc de toute façon, si les Américains se retirent, c'est une très 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 mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Je voudrais juste rajouter par rapport aux frappes qui ont eu lieu il y a 2 jours en Ukraine, à Kiev. J'ai de la famille à Kiev. C'est la première fois que des membres de ma famille me disent que dans le couloir, ils se sont dit au revoir. C'est la première fois que des membres de ma famille me disent, tu sais Tatiana, on ne sait pas si on va survivre à la fin de cette guerre. Donc il y a vraiment une pression. Donc Poutine utilise le rapport de force et le régime de la terreur,
qui a toujours été utilisé à l'époque soviétique, mais il accentue quand même sa pression. Puis il souffle. Un échec de ces négociations, ça veut dire potentiellement des frappes redoublées sur Kiev, ça veut dire potentiellement un Poutine qui a les mains libres. Moins de moyens de se défendre pour l'Ukraine. Donc si l'Ukraine a moins de moyens de se défendre, Poutine va forcément en profiter. En 2022, il a décidé d'envahir l'Ukraine. Je pense qu'il voulait prendre l'Ukraine au complet. Oui, bien sûr. Ça n'a pas marché, mais son but ultime, c'était de récupérer l'Ukraine et probablement d'en faire un Bélarus bis. Donc, à mon avis, ce ne serait pas... Même avec un cessez-le-feu, je pense que l'idée de Poutine sera de reconquérir totalement l'Ukraine. C'est l'idée que moi j'en ai. On revoit un peu ces images de cette rencontre sous une lumière un peu différente, suite à ces déclarations de Donald Trump dans son avion. Peut-être que Poutine ne veut pas la guerre. Ouais. Peut-être que finalement, pour Donald Trump, cette page est déjà tout de même en train de se tourner. Et je pense que c'est le fruit des quelques mots de Zelensky à l'endroit de Donald Trump, qui lui a redit la réalité en fait de ce que subissent dans leur chair les Ukrainiens. Cette phrase, et c'est Guillaume Oda qui attire mon attention dessus, comme le disait le général Chomensky, elle sort d'un message que vient de publier, donc à 15h36 heure de Paris, sur son réseau social Donald Trump. Donc c'est un dégagement, comme ce à quoi le président américain nous a accoutumés, où il commence par dire, alors il s'attaque à un reporter très connu du New York Times qui s'appelle Peter Baker, et il dit de toute façon, quel que soit l'accord auquel je vais parvenir, donc il estime qu'il va effectivement parvenir à un accord, le New York Times, pourri, en déclin, etc., dira que c'est un mauvais accord. Et ensuite, il nous fait un grand classique où il dit, vous savez, moi je suis juste en train de récupérer pardonnez-moi l'expression, mess, un bordel, que j'ai hérité. Alors, Sleepy Joe et Barack Obama. Vous voulez qu'on lise peut-être? C'est très intéressant, oui, ça y est, on a ce message, enfin. Il faut peut-être le traiter différemment. Alors ça nous donne encore une lumière différente sur tout cela. Poutine n'avait aucune raison de tirer des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages ces derniers jours. Ces bombardements sur Kiev, terrifiants dont vous parliez, Tatiana, est soumis, bien sûr. Cela me fait penser qu'il ne veut peut-être pas arrêter la guerre, qu'il me marche dessus, ce qui est une façon très personnelle d'envisager les choses, et qu'il faut le traiter différemment. Quel message? Alors, on découvre tout ça en même temps que vous, et on tente bien sûr de comprendre ce qui se joue. C'est intéressant. Un mot très vite, en 2 secondes, Tatiana. Non, mais c'est intéressant parce que là, il semble reconnaître qu'il doit changer d'attitude vis-à-vis de Vladimir Poutine. Le mot-clé. Mais peut-être est le mot-clé. Mais on a enfin peut-être un peu d'espoir.